Pas très loin du marais des Coups Cassés, il y a des arbres d'un type bien particulier. Ils sont tous grands et difformes, avec de fines branches qui partent dans un sens et dans l'autre, et à peine quelques feuilles pour en habiller les pointes. Leurs dispositions ont quelque chose de misérable, et bien que l'on puisse les observer pendant des heures sans voir quoi que ce soit d'inquiétant, un subtil mais évident sentiment de déchirement grandit doucement dans les tripes, s'agitant, s'agitant, jusqu'à ce que le spectateur soit contraint de détourner le regard de ces êtres noueux et de quitter les lieux. Au fil des années, les gens ont donné divers noms à ces arbres, mais aujourd'hui encore, rien d'officiel n'a été décidé. En ville, on connaît ces arbres depuis des décennies, bien qu'on n'en parle presque jamais. On préfère nettement plus parler de nos héros les pionniers, de la dernière ferme qui a gagné au concours agricole et de notre fierté d'avoir au moins un peu contribué à l'histoire de notre pays. Peu de comptes rendus sont conservés sur ces arbres dans les annales communales, et ça ne serait pas surprenant si la majorité de la population les avait complètement oubliés. Mais pour les curieux assez téméraires pour demander, il y a une personne qui se souvient. Marchez 1 kilomètre ou deux le long de la route Faufilant. Tournez à droite à la fourche du Corbeau et arrêtez-vous à la colline qui n'a plus d'herbe. Vous la verrez de là-haut. C'est une petite chose toute cassée, faite à partir de bois vieilli et de briques. Elle a toujours l'air d'être sur le point de s'effondrer, mais personne ne se rappelle d'un temps où le cottage de la vieille Mary Sutton n'était pas là. Si vous toquez à sa porte et demandez à entrer, elle vous sourira sans aucun doute, avec son sourire ridé, et ira immédiatement vous préparer une rafraîchissante tasse de thé. Elle reçoit très peu de visiteurs ces jours-ci. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle apprécie la compagnie qu'elle reçoit. Après quelques gorgées bouillantes et plusieurs charmantes nouvelles idiotes à propos de son petit-neveu, elle pourrait s'arrêter et songer un moment. Et c'est là votre chance. Doucement, mais sûrement, demandez-lui ce qu'elle sait à propos des arbres. Elle pourrait hésiter et tenter de détourner la conversation vers un autre sujet, une tangente, mais tenez bon. Insistez, continuez d'insister. Elle vous dira tout. Quand elle le fera, écoutez bien. Prêtez attention aux détails, surtout ceux qu'elle semble ne pas vouloir partager. Mary vous dira qu'il y a longtemps, très longtemps, bien avant que la rivière ne soit maudite, que l'église ne soit construite et que la ville soit plus qu'un groupement de cabanes le long de la rivière bleue, les arbres étaient magnifiques. Avec les autres enfants du village, elle avait l'habitude d'escalader leurs troncs et cueillir les fleurs jaunes claires qui germaient le long des branches chaque printemps. Après la plantation et les récoltes, soit les moments qui regroupaient les communautés à l'époque, tout le monde se retrouvait à l'ombre des feuilles verdoyantes pour rire, boire et s'amuser. Une larme coulera d'un de ses yeux et elle s'arrêtera une seconde, comme si elle était ramenée dans les plis de sa mémoire. Accordez-lui ce moment, mais gardez les yeux fixés sur elle. Elle reprendra. Les choses restèrent ainsi pendant plusieurs années, dira-t-elle. Les gens vivants, riant, aimant, jusqu'au jour où ils ont pendu Obadiah Smith. Obadiah était, de l'avis de tous, un jeune homme doux et poli. Il parlait peu et sortait encore moins. Mais quand il venait sur la place du village, il amenait toujours quelques biscuits faits maison qu'il distribuait aux enfants,
provoquant régulièrement de vilaines récriminations chez les parents. Bien qu'il n'ait jamais été du genre à étaler ses connaissances, il était plutôt intelligent et passait le plus clair de son temps enfermé dans une pièce, écrivant et observant. Qu'il soit un criminel semblait plus qu'improbable. Il n'était ni un meurtrier, ni un voleur, ni même un menteur d'aucune sorte. Il détestait l'odeur du sang et tournait de l'œil à la première goutte. L'idée même de blesser une autre créature vivante le répugnait au point de le rendre malade. Mais ne vous trompez pas, Obadiah était un criminel de premier ordre. Vous voyez, Obadiah était un rêveur. Mary dit qu'Obadiah avait ce qu'on appelle un lien. Il avait une connexion avec les réseaux cosmiques parcourant toutes choses, depuis lesquels les essences émergent, se dissipent et se transforment en plusieurs strates d'êtres. Depuis la naissance, Obadiah avait goulûment bu de ce monde, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir du mal à en comprendre la signification. Les autres le trouvaient étrange quand il en parlait, et dès le plus jeune âge, il avait appris à se cacher derrière des sourires nerveux et des bavardages sans intérêt, dans l'espoir que quelqu'un, n'importe qui, finisse par croire qu'il était normal. Il parvint à maintenir cette façade plusieurs années, mais juste quand il fut suffisamment respectable pour être ignoré, les cauchemars commencèrent. Nuit après nuit, il se tordait de douleur au fur et à mesure que les rêves s'insinuaient dans son esprit. Quelles horreurs il y vit, nul ne le sait. Racine rouge! Racine rouge! Racine rouge grouillant dans mes os! Mary se souvient que c'était tout ce qu'il criait chaque nuit, alors que ses voisins tentaient de le sortir des tourments de son subconscient. Il fut rapidement évident que son esprit ne pourrait contenir ces effroyables visions, et d'autres commencèrent à rêver de choses terribles de leur côté. Des sentiments abstraits plus que de vives horreurs, mais effroyables malgré tout. La terreur se répandit à travers les esprits des villageois, chez les adultes comme les enfants. Après 3 nuits sans sommeil, les aînés du village décidèrent d'agir. Ils envoyèrent Obadiah voir le prêtre. Tout d'abord, le prêtre ne savait trop ce qui clochait avec Obadiah. Il emmena le jeune homme dans la solitude de son monastère et l'y examina pendant 1 semaine, notant des observations prudemment dans un journal relié de cuir. Enfin, après une rigoureuse investigation, il fit la conclusion qu'Obadiah avait été possédé par un démon, et que ce démon devait être banni avant qu'il puisse infliger davantage de souffrance au village. Le prêtre fit passer le mot aux exorcistes de tout le pays, et après s'être organisés pour traiter le cas d'Obadiah, ils passèrent 1 jour et 1 nuit à travailler pour faire sortir l'entité malfaisante du corps épuisé du jeune homme. L'exorcisme fonctionna, du moins le sembla-t-il. Pendant quelques fabuleuses semaines, tout allait bien en ville. Ni rêve, ni terreur, la paix. Mais les rêves recommencèrent. Et ils le firent avec une soif de vengeance. Les exorcistes revinrent, confiants dans leur capacité à résoudre le problème, pour finalement rester impuissants face à la persistante et incurable folie d'Obadiah. Des experts furent conviés, des médecins des grandes villes. Aucun ne comprenait les tourments infectieux d'Obadiah, et encore moins comment il fut possible de créer des agonies si tenaces dans les esprits de son entourage. Ils traînèrent Obadiah loin dans les bois et l'y abandonnèrent, dans l'espoir que la distance leur offrirait un peu de répit. Mais même à plusieurs kilomètres, les cauchemars d'Obadiah continuaient de ronger leur chemin jusqu'aux villageois, nuit après nuit.
Enfin, les gens décidèrent que la seule solution était de se débarrasser d'Obadiah une bonne fois pour toutes. Ils amenèrent le corps décharné de l'homme hors des bois et le pendirent en haut de ces arbres. D'après le rapport du bourreau, seul document écrit permettant de corroborer ce récit, Obadiah mit un temps anormalement long à mourir, et tout du long, il maudissait les villageois présents. Personne ne sait vraiment ce qu'il dit. Il parlait dans une langue étrange et incompréhensible, s'il s'agissait même d'une langue réelle. Lorsque son dernier souffle sortit finalement de son corps, le bourreau le descendit des branchages et enterra son corps juste là, sous les arbres. C'est le lendemain que Mary remarqua un changement dans les arbres. Tout d'abord, elle associa leur perte de feuilles à l'arrivée de l'hiver, mais lorsque leur état desséché persista après l'arrivée du printemps, elle sut que quelque chose n'allait pas. Quand elle voulut grimper le long des branchages noueux, dans l'espoir de ressusciter quelques joyeux souvenirs de son enfance, elle ne parvint même pas à s'approcher du tronc. Quelque chose de sombre et de tordu s'était produit. Elle ne comprenait pas quoi, ne comprend toujours pas. Peu de personnes viennent voir les arbres maintenant, pas depuis que les marais des coups cassés ne se sont étendus tout autour. Maintenant inaccessible à pied, le maximum que l'on puisse faire, c'est se tenir environ à 100 pas et essayer de deviner les formes à travers le brouillard. Encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'étrange les concernant. Quelque chose qui ne peut être expliqué avec des mots ou des gestes. Seulement un sentiment. Certains se demandent si les cauchemars d'Obadiah ont vraiment disparu. Peut-être sont-ils encore là, coincés dans les branches, attendant d'être libérés.